Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Madame Lee Pasco. Coucou, recoucou, on continue cette deuxième partie. Donc, sur la première, vous verrez, on s'est pas mal posé sur ce qui est pour nous être en alpha, avec ces éléments un peu spécifiques pour pas que vous fassiez des confusions avec θ et la notion plus passive de θ que José mettait souvent en avant, à dire un des problèmes de l'hypnose, c'est de rendre passif le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de créer, mais il faut qu'on lui propose de créer pour qu'il crée. Comme vous l'entendrez sur la précédente vidéo, Lee qui savait très bien que quelque chose allait se passer, sauf qu'elle n'était pas apte dans sa régression à plonger 10 minutes plus tard, parce qu'on ne lui a pas demandé, et qu'elle suit simplement les suggestions qu'on lui a proposées. Donc, c'est redevenir autonome, et la méthode vous permet de devenir plus autonome par rapport à l'ensemble des cheminements que vous allez faire. Autonome, ça ne veut pas dire isolé et indépendant. Non, ça veut dire, je suis capable de prendre des éléments extérieurs et les utiliser de façon utile pour moi par rapport à mes problématiques. Tu es d'accord avec cette logique d'autonomie? Voilà, c'est moi qui peux choisir. En fait, c'est exercer son libre arbitre dans un état profond. Exactement. Oui, oui. Donc, on continue sur notre petit livre. On continue. Tu as mentionné un nouveau livre qui est très moderne. Tu as le titre? Celui dont je t'ai parlé avant de… Dans la première partie. Oui. Ah ouais, non, là, je te le donnerai. C'est ma pote, elle m'a dit qu'il est… elle aime bien lire les livres coton. Elle m'a dit, celui-ci, elle a du mal à digérer le truc. Par contre, tu vois, ce type d'infos, elle me dit, bon, je ressors ce que j'ai compris. Pourtant, je te dis, hein, elle est habituée, elle est bien connectée et tout. Mais c'est intéressant, tu vois, quand tu commences à avoir ce type d'infos maintenant un peu plus fines sur ce qui sont les ondes cérébrales, comment ça fonctionne, c'est assez agréable parce que tu dis, OK, on peut mieux expliquer aux gens et on peut mieux comprendre pourquoi on dit ceci fonctionne comme cela, etc., etc. C'est comme elle me disait, tu vois, il y a tout au niveau des groupements de neurones, la manière dont discutent les neurones entre eux, les groupements, pas un neurone par neurone, mais les groupements, elle me disait, ça revient à l'explication potentielle de ce qu'est, à un moment donné, la thérapie des parties. Et ça s'explique d'un point de vue neuronal. Oui. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit d'autre que je trouvais intéressant quand je parlais de facteurs de jugement et contournement de facteurs de jugement, elle disait, mais c'est exactement ce qui se passe dans le néocortex par rapport à une autre zone du cerveau à un moment donné. On sait qu'en transe, bon ça on l'a vu, hein, on le voit de plus en plus sur des IRM, etc. Il y a vraiment un circuit de communication qui est vraiment dédié et effectivement, on n'est plus dans la notion de possibilité de jauger correctement. Parce que c'est pas du tout, c'est comme si on avait contourné une démarche automatisée d'habitude quand on est en bêta, quand on n'est plus conscient. Donc, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les neurosciences, bien sûr, ça évolue, ça avance, etc., mais donnent des éléments qui parfois peuvent… Alors, après, bien sûr, on est biaisé, on tente de faire rentrer les choses dans ce qu'on connaît, mais en tout cas, ça ne s'oppose pas trop. Et ça, c'est cool parce que si ça s'oppose, ce n'est pas un problème pour nous. Hein. On prend simplement une nouvelle info et on essaie de mieux comprendre comment ce qu'on a vu d'un point de vue empirique fonctionne. Mais pour l'instant, ça ne s'oppose pas des masses. Comme quoi, l'empirique, l'intuition, si on peut dire, et les démarches mises en place en hypnose et dans tous les systèmes comme Silva, amènent quelque chose d'assez marquant et valide d'un point de vue compréhension scientifique. Merci pour avoir montré les groupes de neurones, hein, parce que j'ai déjà, en essayant d'expliquer les parties à des gens assez cartésiennes, par exemple, que ça peut être comme si on active à certains moments un certain réseau neuronal et puis un autre réseau à un autre moment. Mais effectivement, là ça confirme. Oui, excellent, super. Oui. Ouais. Non, mais il y a vraiment plein de choses. Alors, après, vraiment, n'hésitez pas, si vous aimez tout ça, à lire un peu les neurosciences. C'est juste un petit peu indigeste. C'est pas évident. Pour nous, on n'a pas fait des sciences à haut niveau. Il y a des trucs, il y a des moments, moi, je lis des papiers, je ne les comprends pas vraiment. Hein. Je lis l'abstract et je tente déjà de comprendre l'abstract. Hein. Mais il y a des trucs intéressants et si vous êtes intéressé, vous pouvez vraiment trouver. Il y a plein d'études qui sont très pertinentes, en tout cas pour notre métier.
Alors, oui, donc je disais, en 66, il est allé faire la première fois à Art Association de Amarillo en permettant donc aux apprenants de maintenir un état de contrôle de conscience tout en étant éveillé. L'élément clé a été le cycle de conditionnement depuis lequel les personnes qui suivaient le cours ont pu découvrir différents niveaux de relaxation, de profondeur de relaxation, et les bénéfices du programme mental sous une conscience contrôlée. Donc, souvenez-vous, 66, première fois que José met en place son système, alors moins structuré qu'aujourd'hui, Lille avait bien expliqué, parce que au départ, il le faisait un petit peu en mode j'ai des idées, je vous explique tout ça. D'ailleurs, on a un super cours. Il faudrait qu'on vous le débriefe ici, mais il est un peu long. C'est le cours qu'on avait acheté chez Ed et c'était fait le soir où il y a 6 ou 7 audios super de 2-3 heures où c'était quand il donnait les cours le soir. Sauf que ce n'est pas du tout structuré comme la méthode comme on la connaît. C'était à l'époque où il lançait les infos en fonction de comment il voulait enseigner les trucs et ce n'était pas aussi bien structuré qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, c'est un peu ça qu'il a fait. Il a voulu montrer la relaxation, la programmation mentale et le contrôle de soi au travers de toute cette démarche-là. Et c'était des artistes. Donc, c'était plutôt cool. Et ce que je disais à Ali, je ne sais plus si c'est dit après, bon, ça sera dit après de toute façon, mais ces fameux artistes de ce premier groupe, c'est un des artistes de ce premier groupe qui a fait la charte qu'on connaît. Vous savez, avec les couleurs, avec les fréquences, tout ce qu'on connaît, ça vient d'un des apprenants de ce premier cours de José. Ça, je trouve que c'était assez sympa à savoir. José a invité. Je peux dire aussi, parce que je connais justement Nelda Sheets qui était dans ce premier cours, que quand on a fait le laboratoire et les conseillers, et on parlait d'avoir des invités, il les a demandé d'inviter des célèbres peinteurs du passé, d'autres siècles, etc. Et ils ont vraiment eu des informations extraordinaires. Donc, c'était vraiment fait pour que les artistes pourraient profiter, quoi. Ouais, il le rappelle un peu dans ce chapitre-là où effectivement, il explique qu'il s'amusait à les faire se connecter. Alors, si vous voulez, alors on n'a pas ce qu'a fait José à l'époque, on a juste les retours des participants, mais vous pouvez voir un peu l'équivalent avec Bendler. Bendler, il y a une période où il était très à vouloir montrer que le subconscient pouvait vous permettre d'être des artistes. Et il avait fait un truc sur la BBC que vous pouvez trouver sur Internet où il met en transe en fait 4 ou 5 personnes et il les fait dessiner. Il les fait aller dans des notions vraiment pulsionnelles de créativité en transe. Et il y a des trucs, bon, pas terribles pour certains, mais il y en a qui pourtant eux-mêmes disent mais moi je ne sais pas dessiner et tout. Ils font des choses qui sont plutôt sympas. Donc cette notion d'utiliser la transe, alpha, theta, en fonction de comment vous êtes, pour développer des compétences artistiques, pour laisser aller certains éléments que vous avez en vous, des aptitudes et des ressources, c'est quelque chose de génial. Et si vous êtes diplômé Silva, n'hésitez pas. Si vous êtes artiste et diplômé Silva, mais jouez vraiment, osez vous mettre en alpha, osez prendre votre peinture, même si ça ne va pas du tout dans le sens que vous aviez au départ, laissez pendant une demi-heure, une heure, votre créativité s'exprimer, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le dessin ou dans n'importe quoi. C'est observer ce que votre subconscient peut faire. Pour les personnes qui connaissent un peu l'hypnose, vous savez qu'il y a l'écriture automatique. Pour les personnes qui suivent le cours de Lee et qui font hypnose avancée, dans la NGH, il y a un moment, on fait écriture automatique. Et on peut faire de l'art automatique. Alors, ce n'est pas toujours foufou, c'est pas non plus tous Van Gogh ou autre, mais il y en a vraiment, ils ressortent des trucs, c'est extraordinaire. C'est vraiment
tu dis, wow, il y a un gap. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser la méthode pour faire de la création. Faites confiance à ça, à votre intuition, justement, pour construire, créer. Tu as eu, toi, des retours intéressants d'artistes dans les élèves que tu as pu avoir avec toutes les années d'enseignement? Tu as eu des artistes qui Oui, oui, en fait, tous les artistes, ou performants, ou peinture, etc., quand ils plongent en Sylvain, c'est comme si c'était des poissons dans l'eau. Hein. Ils adorent. C'est vraiment les meilleurs diplômés dans le sens qu'ils voient tout de suite comment appliquer dans leur vie quotidienne. Parce que leur vie quotidienne, c'est la créativité. Bien sûr. Et effectivement, justement, le laboratoire, c'est vraiment le lieu où ils font toute leur recherche psychique, si tu veux, ou leur inspiration, où ils parlent à n'importe quel génie dans leur art pour leur inspirer. Ouais, oui, c'est chouette. Bon. Là, dans ce que dit Lee, alors pour les hypnos, vous allez le connaître aussi, mais c'est vraiment intéressant. Je pensais à ça parce que tu parlais d'inspiration. Il y a des personnes qui doivent écrire, alors je ne parle pas forcément d'artistes, là on vient à des gens plus terre à terre, des étudiants ou des personnes qui doivent écrire un mémoire ou autre. Et si vous êtes diplômé Sylva ou hypno, quand vous connaissez l'auto-hypnose, n'hésitez pas à faire ce que Lee vient de dire, c'est-à-dire les invitations dans le laboratoire. Alors après, qu'importe, hein, vous pouvez créer juste une zone de confort si vous ne connaissez pas ce qu'est le laboratoire, mais pour les Sylva, il y a quelque chose qui est hyper classique, qui était en gros de dire, et chez Sylva et dans l'auto-hypnose, tu vas te connecter avec, justement, avec José Silva, avec un grand artiste, avec quelqu'un qui est spécialisé. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une information parfaite, pure et tout. C'est souvent, ça va juste déclencher le fait de commencer à écrire quelque chose. Même si après, vous revenez dessus. Mais ça va vous éviter de rester bloqué à dire j'arrive à rien faire, etc. Parce que vous allez faire confiance un petit peu à l'interprétation de ce que vous allez ressentir, percevoir, imaginer, projeter, etc. Et c'est un super moyen pour éviter la page blanche et vous dire, OK, je commence quelque chose. Et le fait qu'on commence à commencer, c'est un pattern, hein, c'est un modèle, un schéma qu'on est en train de mettre en place. De fil en aiguille, on va continuer à écrire ou à peindre, là, on va parler plutôt de dossier, on va continuer notre dossier. Et au fur et à mesure, on va pouvoir revenir dessus. Mais cette notion de se dire je me connecte à ou j'imagine que je suis avec et je commence à écrire, et ben, ça vous apporte énormément de retours qui sont positifs et ça vous évite de rester figé dans un stress, genre j'y arriverai pas, il me reste plus que 10 jours avant de rendre mon mémoire, etc., etc. Chose très classique qu'on a aussi en hypnose, mais qui est assez sympa à faire. José, je viens de faire les 3 jours entre les vies avec le groupe de Jean Silva qui ont fait Hypnovision l'année dernière. Tu sais, ils sont tous directeurs, instructeurs, diplômés, tout le monde est Silva. Et là, on a fait des choses extraordinaires et plusieurs m'ont dit, Lee, est-ce qu'on peut faire ça toute seule? Et d'autres personnes, avant même que j'ai répondu, si, tu peux faire ça dans ton laboratoire. Donc, effectivement, beaucoup de choses qu'on découvre en hypnose, on peut continuer dans le laboratoire parce que c'est vraiment un niveau où ça nous permet d'être hyper profond, mais rester quand même autonome. Il y a Robert Dills. Robert Dills, il est un peu connu pour être… alors, Robert Dills, c'est un PNListe, donc programmation neurolinguistique, qui a un peu dévié la PNL comme on la connaît. Il a fait ça à sa sauce. Donc, il utilise beaucoup la transe et l'hypnose pour justement la créativité. Et lui, il avait fait toute une étude sur les programmes et la façon de penser des structures, ce qu'on appelle les stratégies en PNL, de penser par rapport aux œuvres, par rapport aux écrits, pour tenter de se mettre dans les mêmes états. C'est-à-dire dire, bon, voilà, je me mets en transe avec, en étant plutôt quelqu'un qui est en internalisation, mais avec beaucoup de couleurs à l'intérieur de moi, et puis je vais commencer à aller au travers de différents pré-programmes, entre guillemets, pour commencer à être le plus proche possible de l'état, entre guillemets, de la transe, que pouvait avoir n'importe quelle star qui a vécu, et lui, il a pris beaucoup de morts, d'ailleurs. Richard Bandler, qui est un des cofondateurs de l'hypnose, qui est un peu taquin, dit tout le temps, moi, je suis pas comme Robert Dills, je ne fais pas parler les morts. Mais j'ai trouvé que le travail de Dills
pour les personnes, exactement ce qu'on est en train de dire là, donc personnes qui aiment bien le Between Life, personnes qui ont besoin de trucs un peu plus concrets, avec une réflexion, ou en tout cas, on va dire une suggestion de départ qui vous permettrait de vous dire, OK, je vois à peu près comment pensait Einstein, comment pensait Walt Disney, comment pensait X et Y personnes. Vous pouvez utiliser, il a vraiment créé des petites stratégies et ça vous permet, vous mettez à votre niveau, vous lisez un peu les idées, les présupposés, parce que ça reste des présupposés, on n'est pas dans la tête des gens et en plus ils sont morts. Mais ça vous permet d'aller, vous, dans une notion à dire, OK, maintenant que j'ai des infos, n'oubliez pas, l'information étant un des éléments essentiels de la méthode, je peux laisser faire mon instinct, mon imagination, ma créativité, pour voir comment je penserais si je pensais comme Walt Disney, comme Steven Spielberg, bon, lui il est vivant du coup, mais comme quelqu'un pour aller vers plus de réussite ou de créativité par rapport à un domaine. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça nous donne, quand parfois on est un peu bloqué, que Lee vous dit ouais, mais invitez qui vous voulez, vous dites ouais, mais je ne sais pas comment il pense, et que vous rationalisez, et je comprends, il y en a qui ont besoin de rationaliser, n'hésitez pas à lire pas besoin de lire tous les ouvrages de Dix, mais vous trouverez facilement Walt Disney Method, je ne sais plus comment il a appelé ça, mais stratégie de Walt Disney, stratégie de Peter Pan. Il a fait avec des gens imaginaires et des gens réels. Donc, c'est plutôt intéressant et ça vous permet de vous mettre dans des conditionnements qui sont assez chouettes pour inventer, créer et même travailler sur des trucs très sérieux. Ça vous met dans un. Les Américains aiment bien appeler ça, surtout en PNL, des states. Nous, en hypnose, on appellera ça des trans. C'est des states, des états. Et des états, on pourrait se dire, je suis dans l'état José Silva, tiens, je veux des réponses, je veux que les choses que je fasse soient utiles, je veux que je prenne de l'information, il faut faire du concret. Voilà, je peux mettre dans cette tête-là, me dire non, mais pendant 2 heures, je me mets que là-dedans, je me mets en alpha et je pense state Silva. Et qui peut être super intéressant si vous avez besoin de sortir de votre procrastination, trouver des solutions, etc., etc. Et ça, c'est cool. Et c'est l'invitation, en fait. C'est l'invitation qu'on peut avoir en labo. C'est aussi faire comme si. N'est-ce pas? Exactement, exactement. Ce que je trouve assez cool dans tout ça, c'est que plus on a d'infos, alors bien sûr, plus vous allez avoir d'infos sur les personnes que vous modélisez, parce que c'est une forme de modélisation. Oui, oui. Mieux c'est parce que vous allez faire un comme si sur quelque chose que vous présupposez, avec des infos que vous présupposez aussi, mais qui va vous emmener vers une structuration potentielle de votre imagination, de votre self-talk, de votre état. Et en fonction des résultats, vous allez voir que vous allez ancrer assez facilement ces parties, on revient à ce qu'on disait dans la partie précédente justement, des groupes de neurones qui vont en gros penser d'une certaine façon, ou vous faire penser d'une certaine façon, que vous allez pouvoir exploiter de mieux en mieux à mesure que vous l'exploitez. Donc ça, c'est des options qui sont vraiment, vraiment cool, et la méthode peut vous le permettre, et c'est là encore où on reprend ce que Lee disait, même si pendant quelques années, il y a eu un militaire un peu rigide qui disait il y a la méthode Silva, il n'y a rien d'autre. Comme vous avez pu le voir la dernière fois avec Christian Cabaret, bien sûr que les Silva, ils s'ouvrent à plein de choses et qui sont intéressés par plein de méthodes et qu'ils adorent apprendre. Hein. Vous n'êtes pas dans une secte, on revient sur ce fameux sujet de la secte. Vous étudiez ce que vous voulez et vous pouvez l'exploiter dans ce cœur technique qui est la méthode Silva et notamment le labo. Ça semble juste comme remarque. C'est bon pour toi, Lisa ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Ok. Alors, José a invité des collègues à se joindre à lui dans le voyage de l'association d'art. C'était number one helper. Alors, c'était l'aidant numéro 1. Ok, bon, ça, je m'en fiche. Il a. Attends, pourquoi j'ai mis ça en truc? Il a joué José, un autre. Et José was always paid. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, ok, oui, non, mais je sais pourquoi. Attends, il faut juste que je le retrouve. En gros, là, il explique, mais alors je ne sais plus c'était qui. Il explique en fait qu'il avait payé les cours. Je ne sais pas si c'était McKnight. Il avait payé les cours d'une des personnes qui voulait s'entraîner.
Ouais, non, bah, je sais plus pourquoi j'avais souligné ça, mais c'était bon, c'était des problèmes d'argent qu'il y a eu quasiment dès le début, et je crois que c'est pour ça que je l'avais mis en avant, où il y avait des gens qui ont eu l'habitude que José donnait tout gratuit, et quand il a commencé à être de plus en plus pro, bah, normal, il a commencé à agir. Bah, ça a cassé des relations, ou inversement, il voulait que les gens fassent des trucs gratuits, et les gens le prenaient mal, parce qu'il disait non, mais t'as pas à me le faire, et il voulait le payer, et José le prenait mal, donc il cassait les relations. Bref, c'était un élément où on se rend bien compte qu'au niveau de des problèmes d'argent, qu'on soit José Silva ou qu'on soit n'importe qui, ça peut très vite, malheureusement, un peu faire partir en vrille tout le monde et les relations qu'on peut avoir avec les gens. José started ouais. Donc, ah oui, ça c'était intéressant. La première fois, donc ce premier cours, il a commencé à donner des cours le vendredi soir en octobre et a fini, donc octobre 66, et a fini en janvier 67. Ça nous fait quand même quelques semaines. Et on revient à ce qu'on disait la dernière fois aussi avec Christian, où moi je disais, je trouve que c'est toujours intéressant, ces cours qui peuvent prendre du temps, s'étaler dans le temps. Parce que là, en l'occurrence, on se doute bien que c'était que le vendredi soir. Donc, effectivement, on va dire 4, ouais, ça fait. Bah, il y a eu à peu près 12 ou 16 semaines de cours, donc 16 sessions, on va dire 12 sessions à minima. Ça nous permet de se dire, tranquille, si on prend 3 heures par session, parce que c'est à peu près 36 heures hein, l'ensemble du cours, bah, ça fait que 3 heures, tu as une semaine pour digérer, pour mettre en pratique, pour questionner, pour apprendre quelque chose de nouveau, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, comme disait Lily la dernière fois, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu connais des personnes qui le font comme ça, qui font la méthode sur 3 mois? Pas 3 mois, mais quand même assez. Christian, par exemple, il fait 3 soirs pendant, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 semaines. Et il y a un autre qui faisait juste les samedis, donc c'est quand même étendu. Moi, j'ai commencé avec un week-end mi-décembre et j'ai terminé vers la fin janvier. Donc, ils ont eu un grand écart entre les deux. Mais ça, c'était parce que je voulais visiter Australie, mais tout le monde a adoré. Hein? Donc, ça leur a donné vraiment le temps d'absorber, intégrer, pratiquer, tester. Non, moi, je trouve c'est tout à fait possible de faire vraiment très, très dispersé. Oui. Ouais. Et toujours la même chose, hein, penser à appliquer entre. C'est ça qui fait que la méthode est intéressante. C'est vous avez des vrais feedbacks, etc. Et c'est aussi pour ça, et je relance là-dessus, mais n'hésitez pas à aller aux soirées organisées par les différents instructeurs quand ils sont là, parce que ça vous permet d'échanger, de partager les REX, j'allais dire les REX, des retours d'expérience. C'est quelque chose d'important, et pour vous et pour les autres. Et parfois, c'est hyper intéressant pour les gens d'entendre vos retours d'expérience parce que ils se disent, ah, mais moi, j'ai pas osé faire ça, mais j'ai quasiment vécu ce que tu as vécu. Super. Bah, la prochaine fois, ils vont plus se lâcher, plus s'autoriser, etc., etc. Le fait que certains montrent l'exemple en disant, bah, moi, j'ai fait ça, 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 et c'est passé ça, 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 c'est une possibilité à l'autre, c'est une suggestion à l'autre de dire, tu peux le faire. Parce que tu as la même compétence que moi, vu que tu as été formé par le même système que moi. Et ça, c'est plutôt très positif. Ok. Donc, ce que j'avais bien aimé, mais ça, c'est vraiment, je trouve que c'est la philosophie de José. Il dit au premier rendez-vous, non, première rencontre, un étudiant a demandé quelles étaient les autres applications possibles de la clairvoyance à part le healing, donc le soin. Et ce que j'aime bien la réponse, pour faire ce que tu veux de constructif et de créatif plus pleinement. Je trouve que la réponse, elle est jolie. C'est pas, je vais pas te faire un ensemble je vais pas te faire une liste de tout ce que tu peux faire, mais tu peux faire tout ce que tu veux de constructif et créatif plus pleinement. Je trouve ça très, très beau comme réponse. Voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. On va s'arrêter là-dessus, mais il a miroité ça dans les mots à la fin de tout.
les exercices dans le deuxième week-end. Tu continueras à faire des activités constructives et créatrices. Ouais. Donc, ça apparaît souvent. Et oui, c'est très beau. C'est pas tu dois faire ceci, tu dois faire ça, mais constructive, créatrice. Constructif. C'est un beau mot, je trouve, constructif. Tu vois, moi, par exemple, c'est un mot maintenant que j'utilise plus que positif. J'ai arrêté de dire il faut que les choses soient positives. Je m'en fiche, en fait, je préfère qu'elles soient constructives. Constructif, c'est pas toujours hyper positif dans l'instant, mais ça construit quelque chose. Or, la construction amènera quelque chose de positif. On va finir sur un dernier élément, parce que c'était sur, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas ce que... pour revenir sur le diagramme, le nom de la personne, c'est Monsieur Fujita, qui avait pris donc l'entraînement, le premier à Amarillo, a surpris José avec un cadeau d'un diagramme sur le inner outer conscious level, donc les niveaux de conscience interne et externe. Pendant la classe, oui, ok, bah, là, en gros, il dit que bah, c'est l'artiste qui lui a donné l'ensemble des couleurs, etc. L'échelle de l'évolution du cerveau, montrée en page 11, devient une partie de l'entraînement. Monsieur Fujita est devenu plus tard une personne qui organisait les classes d'entraînement Silva. Donc, c'est marrant. Hein. Ça, je trouve que c'est amusant parce que, en gros, à chaque fois que maintenant, moi, je vois ce diagramme, tu dis, ah, c'est quelqu'un de la toute première génération. Alors, on ne peut pas faire plus première génération, du premier entraînement de José chez les artistes qui lui a fait ça. Et aujourd'hui, bah, 60 ans plus tard, on l'utilise encore et je trouve ça assez simple. Excellent. Oui, oui. Voilà. Donc, on remercie Monsieur Fujita. Vraiment, évidemment, il y a l'autobiographie de José lui-même, mais à part ça, ce livre est un petit trésor de comment ça a été développé. Oui, complètement. Et on a plein de trucs qu'il n'y a pas dans la biographie, ce qui est logique parce que c'est vu d'un autre côté. Et ça, je trouve que c'est chouette. Oui. C'est un bon compliment, oui. Complètement. Donc, bien sûr, hein, n'hésitez pas, si vous parlez anglais, de le prendre. Hein, vous le trouvez d'occasion. Robert Bistone, José Silva, il est, je crois, disponible sur Amazon. N'hésitez pas si vous êtes un peu anglophone. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques sur tout ce qu'on a pu voir sur la session précédente ou celle-ci, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Merci Ali et à très vite. Ciao. Ciao.